Salut les créateurs, aujourd'hui je me suis enfin décidé à passer mon brevet de télépilote et du coup je vous emmène avec moi dans un centre de formation pour suivre tout ça et on va aussi en profiter pour répondre à toutes les questions que vous vous posez par rapport à l'utilisation de votre drone. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc on se retrouve aujourd'hui entre Chambéry et Lyon chez Drone Logistique, qui est donc un centre de formation en télépilotage de drones. Et j'ai à mes côtés Didier, je vais laisser te présenter. Bonjour à tous, donc je suis associé responsable formation au sein de la société Drone Logistique SAS, qui existe à peu près depuis 2015. Et depuis 2015, on a dispensé à peu près 18 000 heures de formation télépilote de drone. Donc l'enjeu pour moi aujourd'hui, enfin pendant 2 semaines, en fait je suis ici pendant 2 semaines, c'est de me former donc à la fois à la partie théorique et aussi à la partie pratique, et du coup de vous faire un retour complet dans cette vidéo du déroulement d'une formation de télépilote et aussi de répondre à toutes les questions que vous vous posez pour l'utilisation de votre drone, que ce soit dans le cadre du loisir, du hobby, dans un cercle familial on va dire, ou alors que ce soit dans un but plus professionnel. On va en parler dans cette vidéo pour essayer de faire le point sur la législation. Alors au moment où on tourne cette vidéo, on est fin 2019 et la législation par rapport au drone n'arrête pas d'évoluer d'année en année, de mois en mois, on pourrait presque dire. Donc bien sûr, ça peut évoluer dans le temps. Ce qu'on va vous dire ici aujourd'hui est valable fin 2019, mais peut-être que dès 2020, il y aura probablement des évolutions. Donc continuez de vous renseigner constamment sur la législation pour être bien sûr de votre côté que vous êtes clean à tous les niveaux. Alors on va commencer par définir différents contextes de vol. Il y en a 3, si j'ai bien retenu la leçon. C'est bien ça. On parle d'aéromodélisme qui concerne aussi tout ce qui est hobby, loisirs. C'est bien ça. On parle d'expérimentation et on parle d'activité particulière. Est-ce que tu peux déjà nous faire un point sur ces 3 choses-là? On peut penser que l'activité particulière est une activité professionnelle qui est forcément rémunérée, et ce n'est pas forcément le cas. Effectivement, vous pouvez faire une activité qui n'est pas rémunérée et peut-être être dans un contexte d'activité particulière, donc soumise à une autre réglementation que l'aéromodélisme. Tout à fait, c'est bien ça. Alors dans le cadre de l'aéromodélisme, il faut distinguer 2 cas de figure, les drones qui ont moins de 800 grammes, qui font moins de 800 grammes et ceux qui font plus de 800 grammes. Il y a une petite différence entre les deux. Si votre aéronef fait moins de 800 grammes, la seule obligation que vous allez avoir, bien sûr, c'est de rester dans les zones qui sont restreintes aux drones de loisirs. Cependant, si vous possédez un aéronef télépiloté qui fait plus de 800 grammes, vous avez l'obligation d'enregistrer celui-ci sur le portail de la DGAC qui s'appelle Foxtrot Alpha Tango et passer un petit examen en ligne, il me semble, d'une vingtaine de questions qui sont très abordables pour voir tout simplement si vous êtes au courant des minima de sécurité aérien. Donc pas de panique, si vous avez acheté un drone pour faire plaisir à vos enfants, vous pouvez voler dans votre jardin en dessous des arbres, en gros déjà même en agglomération, c'est toléré, c'est ce qu'on nous apprend sur ce petit examen. Par contre, il y a tout un autre contexte où ça devient plus compliqué et toutes les limitations que vous avez en tant que télépilote loisir, on les développera dans la suite de cette vidéo. En ce qui concerne l'expérimentation, on ne va pas développer ça dans cette vidéo, c'est assez spécifique, donc ça ne va pas vous concerner pour l'instant, ça ne nous concerne pas non plus pour l'instant. Par contre, pour tout ce qui est activité professionnelle particulière, c'est le bon terme puisque ce n'est pas lié à forcément une activité professionnelle rémunérée. C'est bien ça. On développera aussi les caractéristiques, les différences avec l'activité de loisir dans la suite de cette vidéo avec Maxime, donc, qui était mon formateur pendant la première semaine de théorie. Là, j'aimerais plutôt que tu me parles déjà du déroulement de la formation. Comment ça se passe? On a une semaine de théorie, une semaine de pratique. Qu'est-ce qu'on va aborder en théorie? Comment va se dérouler la pratique? Donc, ça, bien sûr, c'est au sein de notre organisme. Donc, on va prêcher pour notre église, comme on dit. Donc, nous, la formation théorique se déroule sur 35 heures en présentiel. Donc, où vous voyez toutes les notions qui vont vous permettre d'obtenir votre examen. C'est-à-dire les notions d'aérodynamisme, de navigation, de facteurs humains, météorologie. Et bien sûr, tout ce qui peut être lié au télépilotage, toute la réglementation télépilotage. Et on pourrait apprendre tout ça nous-mêmes, puisque l'examen, on peut le passer en candidat libre en fait, on n'a pas l'obligation de venir en formation. Ça coûte 30 € si je dis pas de bêtises en ce moment pour présenter l'examen. Moi j'avais tenté l'examen du ULM il y a 3-4 ans, je m'étais planté, j'avais fait je sais pas combien de fautes parce que j'avais acheté le gros bouquin ULM, j'avais essayé d'apprendre ça tout seul et c'est démotivant un petit peu d'apprendre ça seul. Et c'est vrai qu'en une semaine de formation ici, pour moi ça a été plutôt très rapide, très simple. Tous les soirs j'avais l'impression d'avoir appris, j'avais appris beaucoup de choses et je les ai facilement retenues. Je pense que voilà, quand on a un intervenant en face de nous, c'est comme tout. C'est tout l'intérêt
d'être effectivement en présentiel, en immersion avec un instructeur, où vous allez être 7 heures dans une salle pour parler de notions particulières. Donc la formation, ça va être des notions qui ne sont pas forcément complexes, c'est pas des mathématiques, de la physique avancée. Effectivement, il y a des choses un petit peu plus compliquées à aborder pour certaines personnes. L'aérodynamisme, c'est pas forcément évident pour tout le monde. La météorologie, il y a beaucoup de par cœur, il y a énormément, j'ai jamais noté autant d'abréviations de ma vie à retenir par cœur. Du coup, vu que c'est beaucoup de par cœur et de logique, c'est très abordable. Ça reste abordable. Disons que le point faible, comme tu l'as souligné, souvent pour les apprenants, c'est la partie aérodynamisme et la partie souvent navigation, lecture des cartes, etc. avec les symboliques les caps, qu'il faut etc. intégrer. C'est ça. Mais vous avez un taux de réussite de 96% actuellement, alors, si je dis pas de bêtises. 96,5. Arrête de frimer. Voilà, 96% des personnes qui viennent ici obtiennent leur brevet, donc c'est top. Le brevet, comment ça se passe? Mais en fait, vous avez 60 questions qui sont tirées au hasard et c'est un QCM. Donc vous avez choix multiples et vous avez juste à trouver le bon choix. C'est bien ça. Juste à trouver le bon choix. Voilà, donc c'est un peu comme le code de la route en fait. C'est un peu le même rapport. Voilà. C'est un peu le même rapport. Et du coup la pratique. Comment ça Alors, se passe au niveau de la pratique, dans notre OF, on est sur 56 heures de formation donc en présentiel. Tous les matins, vous allez avoir des préparatifs de missions administratives, comme si vous étiez en activité et que vous deviez préparer vos propres missions de vol. Ça va durer 1 à 2 heures tous les matins et ensuite vous allez piloter, mettre en application sur le terrain avec vos instructeurs. Et on va voler sur quoi? On a volé sur un DJI 450? C'est bien ça. Alors au début, normalement, on vous fait plutôt piloter sur des 450 parce qu'on a souvent des apprenants qui viennent et qui ont l'habitude de Mavic, de Mavic Air, de Phantom, qui sont des drones qui sont extrêmement stabilisés de par la technologie qui est intégrée, beaucoup d'assistance dessus. Donc on préfère vous faire piloter sur des vieux drones, entre guillemets, qui ont beaucoup moins d'assistance et en mode GPS et ATTI. Et ensuite, on évolue en gamme pendant tout le parcours de la formation. Donc on va voler sur Spark, Mavic, Phantom s'il y en a le désir, Inspire s'il y a besoin. Et on va aussi avoir des notions de cadrage, d'orientation de caméra pour commencer à initier un petit peu ces questions-là. Là, c'est vraiment de l'initiation. La pratique encadre vraiment la pratique. Ensuite, tout ce qui est cadrage, photogrammétrie, thermographie, là, c'est des modules complémentaires. Et donc, cette partie pratique, est-ce qu'elle est obligatoire légalement? Alors, légalement, elle est obligatoire depuis le 1er juillet 2018. Ce n'était pas le cas avant. Vous avez l'obligation de détenir une attestation de formation et un livret de progression qui vous sont remis par un centre de formation déclaré. Alors dis-moi, est-ce que la formation que je vais passer, le brevet que j'espère obtenir, est valable à vie ou est-ce qu'il y a un recyclage à prévoir? Alors c'est comme l'ULM avant. Pour le théorique télépilote, actuellement, il n'y a aucun recyclage à faire. Cependant, si à un moment, il y a un changement de législation et que vous êtes déjà en activité professionnelle, c'est-à-dire que vous pratiquez des activités particulières, dans ce cas-là, pensez à demander vos équivalences auprès de la DGAC. D'accord. Et quelqu'un qui a déjà son brevet ULM ou PPL peut-être, est-ce qu'il est d'office télépilote de drone? Alors pas du tout, c'est plus le cas à l'heure actuelle, puisque depuis le 1er juillet 2018, on en a parlé juste avant, il y a eu une nouvelle réglementation. Tous les professionnels drones qui étaient déjà enregistrés avant cette époque voyaient leur examen reconduit. Par contre, les personnes justement qui possèdent actuellement l'ULM et le PPL, mais qui n'étaient pas en activité professionnelle drone, deux télépilotes, qui n'étaient pas enregistrés en tant que tels, c'est bien ça, doivent repasser malheureusement l'intégralité des examens. D'accord. Et quel est le prix d'une formation? J'imagine que ça varie beaucoup de centre en centre, ça varie aussi en fonction des régions. J'imagine qu'à Paris c'est plus cher. Ça dépend. Ça dépend. Alors encore une fois, je vais parler pour Drone Logistique SAS. Donc on va parler en net puisqu'on n'est pas assujetti à la TVA sur nos actions de formation. Sur 35 heures en théorique, on est à 957 € net et sur la pratique, on est à 2450 € net. Cependant, vérifiez aussi, vous pouvez certainement trouver des formations qui sont plus ou moins chères. Ça ne veut pas dire que plus cher c'est pas bien ou moins cher c'est pas bien, mais cependant il faut regarder surtout le coût horaire pédagogique. Si vous avez une formation qui vous est facturée 1800 € pour 2 jours, il va de soi que vous n'aurez pas les mêmes acquis. Voir tout ce qu'on a vu en 2 jours, je ne sais pas comment on y arrive. Forcément, post-formation, le but de passer la formation, c'est aussi d'avoir des acquis en tant que futur professionnel. Et forcément, en 2 jours, les acquis vont être minimisés. Voilà. Tu me disais aussi qu'il n'y a pas officiellement de validation de la DGAC pour les centres de formation. C'est quoi le terme exactement? On entend souvent le terme certifié par la DGAC. Si vous parcourez Internet, vous verrez centre de formation certifié, etc. par la DGAC. Il faut savoir que c'est totalement interdit, de même que mettre le logo DGAC sur son site Internet. Ça n'existe pas, ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être. Il n'y a aucune certification de la part de la DGAC. Actuellement, les centres de formation en France sont déclarés à la directe et sont déclarés
déclarer tout simplement auprès de la DGAC. Donc il faut faire bien D'accord, attention. c'est une déclaration, Voilà. mais c'est pas une certification. C'est pas une certification. Vous êtes certifié AFNOR, par contre ça c'est totalement autre chose. Voilà, alors la certification AFNOR, c'est un bureau tiers qui va vérifier l'intégrité en gros de nos actions de formation. D'accord. Du coup on a parlé du coût, est-ce qu'on peut faire financer cette formation par un organisme d'aide, Pôle emploi, alors tout le à fait, CPF. alors en fait tout dépend de votre activité actuellement. Ça peut être, vous pouvez être demandeur d'emploi, dans ce cas-là il faut déposer un dossier à Pôle emploi. Assurez-vous d'avoir quand même un projet professionnel sérieux. Ensuite sinon on peut avoir par exemple l'AFDAS pour les intermittents du spectacle ou les auteurs. Pour les entreprises on a le FAFIEC, le FAFCA, enfin il y a tous les corps de métier, la plupart du temps, ont un organisme financeur. Et le CPF qui est devenu un petit peu plus complexe pour vous, donc ça va de nouveau se mettre en place normalement dans les mois qui viennent. Voilà, il y a eu une réforme pour le CPF depuis le 1er janvier 2019. Donc là, on est en cours de réinscription des dossiers auprès de France Compétences. Donc si vous êtes intéressé à passer une formation via votre CPF qui est anciennement le DIF, n'hésitez pas à vous tenir informé en nous envoyant un petit mail ou en nous téléphonant. Ok. Autre question basique qui revient souvent, à partir de quel âge on peut devenir télépilote, on peut passer la formation? Alors il faut savoir qu'en France, on différencie 4 scénarios de vol, qui vous en avez sûrement entendu parler, qui sont le S1, S2, S3, S4. Si vous avez 16 ans révolus, le S1, S2, S3, vous pouvez le pratiquer bien sûr après avoir suivi vos formations et passer le théorique télépilote. Pour ce qui est du S4 qui est un petit peu plus complexe, vous devez avoir 18 ans révolus et avoir été au moins commandant de bord, c'est-à-dire sur des avions de plus de 500 kg pendant au moins 50 heures. Donc c'est un scénario de vol qui est un peu plus restreint. Un petit peu plus complexe. Alors je vais juste faire un petit point sur les scénarios là dont tu viens de parler, S1, S2, S3, S4, pour que vous y voyez un petit peu plus clair, même si c'est pas le but de la vidéo de rentrer dans ce niveau de détail. S1 c'est en zone rurale à vue, donc on voit son drone, on va à une distance maximum horizontale de 200 mètres, une hauteur de vol maximum de 150 mètres. Les 150 mètres, grosso modo, c'est valable dans tous les scénarios, mais ça dépend de la masse de l'aéronef. Parfois, ça peut être moins de 150 mètres, mais en tout cas, le maximum, c'est toujours 150 mètres. C'est ça. Or, demande spéciale, dérogation spéciale, voilà. Ensuite, le scénario S2, c'est toujours en zone rurale, mais cette fois-ci hors vue jusqu'à 1 km de distance du télépilote. S3, c'est en zone urbaine, donc en ville, tout simplement, avec une distance horizontale cette fois-ci de 100 mètres maximum, avec des limitations de poids, beaucoup de choses spécifiques, l'obligation d'avoir un parachute si votre drone fait plus de 2 kg, des choses comme ça. Et le S4, c'est des scénarios pour de la très longue distance. Donc c'est pour ça que c'est vraiment particulier. C'est pour aller à plusieurs kilomètres et même moi, ça ne va pas me concerner. Toi, ça ne te concerne pas, je pense. Ça ne me concerne pas, puisque voilà, je ne suis pas commandant de bord. Voilà un petit peu pour résumer les scénarios, mais il y a plein d'autres questions dans les scénarios, comme la masse, on en a parlé, le parachute, est-ce qu'il y a un parachute ou pas? Est-ce qu'on peut tracer en GPS la position du drone sur une carte, l'enregistrement des 20 dernières minutes du vol, etc. etc. C'est un peu plus complexe que ça, mais vous avez une petite idée en tout cas de quoi ça parle. C'est ça. La prochaine question, qui est une question qui revient vraiment souvent, c'est est-ce que ce brevet de télépilote français est reconnu à l'international? Comment on fait pour voler en Europe? Et comment on fait pour voler à l'autre bout du monde? Est-ce que c'est simple ou est-ce que c'est compliqué aujourd'hui? C'est plus qu'une très bonne question, parce que forcément on passe les frontières avec son aéronef télépiloté. Il faut savoir qu'actuellement le diplôme français n'est pas reconnu à l'international. Donc dans ces cas-là, je vous invite à vous rapprocher de l'ambassade de l'État où vous vous déplacez, qui pourra vous aiguiller certainement vers les gestionnaires de l'espace aérien. Par contre, tu me disais qu'en Europe, il y avait des chances pour que ça s'uniformise un petit peu dans les prochaines années? Alors clairement, en 2021, on va sûrement être ratifié sur toute l'Union européenne, puisque les textes sont déjà en cours. Les premières parutions devraient être établies en 2020, mais ensuite il va y avoir à peu près un an, le temps que ça se mette en état. Bon, alors tout ça, c'est valable pour l'activité particulière. Là, on parle des personnes qui ont le brevet, mais les personnes qui s'en foutent du brevet, qui veulent pas qui veulent pas en faire une activité particulière, qui ont juste un drone pour s'éclater en vacances. Je vais en vacances en Espagne, je vais en vacances à Bali. Est-ce que j'ai le droit de voler? Comment je fais pour savoir si j'ai le droit de voler? Pareil, je pense que je demande à l'ambassade. C'est ça, même question. Je pense que je connais la réponse que je vais obtenir, donc j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui volent sans trop se soucier. Alors il y a beaucoup de personnes qui volent sans trop se soucier, cependant ça peut vous mettre quand même en danger. Le danger, de se faire confisquer son drone à la frontière, ça dépend des états dans lesquels vous allez piloter. Des pays comme Cuba, des pays d'Afrique aussi. Où les drones sont clairement interdits. Donc c'est à vous aussi de faire la démarche, encore une fois, auprès de l'ambassade, pour qu'ils vous conseillent sur vos droits et vos devoirs en tant que hobbyiste qui veut pratiquer du télépilotage. Donc bien sûr, la seule règle d'or, c'est d'être très prudent et si possible d'éviter de voler quand vous savez que vous n'avez pas le droit de voler. Voilà, c'est ça. Et puis renseignez-vous si vous vous déplacez à l'international. Ce qui m'amène à la question du transport en avion. Vous avez beaucoup de drones.
vous avez beaucoup de batteries. Comment vous faites pour partir? J'ai vu que vous donniez des formations en Martinique, en Guyane. Comment vous les transportez? Alors, on les transporte jamais en soute, déjà première chose. Vos batteries doivent faire moins de 90 watts, mais néanmoins, renseignez-vous auprès de votre compagnie aérienne avant votre voyage, qui peut, elle, avoir des réglementations spécifiques par rapport aux batteries lithium-polymère. On se retrouve maintenant dans les locaux de Drone Logistique avec Maxime, qui était mon formateur pendant une semaine, donc en théorie pour passer mon brevet de télépilote dans quelques jours. On va aborder maintenant des questions un petit peu plus précises que vous posez, notamment la première, c'est est-ce que vous avez le droit de voler avec votre drone dans un cadre de loisirs, de hobby, c'est-à-dire vous vous êtes fait plaisir, vous avez acheté un drone, vous avez acheté un drone à vos enfants peut-être, et est-ce qu'on a le droit de voler, dans quelle mesure? Bref, on a un petit peu peur aujourd'hui de plus du tout avoir le droit. Qu'est-ce qu'il en est? Donc pour voler en tant que loisir, c'est très simple. Vous allez être limité à une distance de 200 mètres, bien sûr, par rapport au télépilote, donc par rapport à celui qui pilote, et une hauteur de 150 mètres. Et ensuite, pour savoir où c'est que vous avez le droit de voler en France, vous allez vous référer tout simplement à la carte Géoportail qui est ici, qui va référencer les différentes zones. Donc rouge pour les zones complètement interdites, et après en fonction des couleurs, vous allez avoir certaines hauteurs de vol. D'accord. Est-ce que cette carte est 100% fiable? Tu nous as présenté pendant la formation une autre carte qui est celle de l'OACI, qui est également sur Géoportail. Cette carte-là va du coup s'adresser aux télépilotes professionnels et va être beaucoup plus détaillée. On peut peut-être l'afficher. Il y a énormément d'infos dessus qui sont assez déstabilisantes. Et c'est vrai que si on n'a pas suivi la formation, on ne va pas y comprendre grand-chose, honnêtement. Par contre, là, voilà, on va avoir plus de détails sur les limitations et on va avoir plus de précision donc par rapport à la carte, à l'autre carte. Donc peut-être vous faire une idée en regardant les deux cartes, ça peut être une bonne idée. Et du coup, qu'en est-il des cartes no-fly zone, par exemple des drones DJI? Les cartes DJI, le problème c'est que des fois il peut y arriver que des zones, on a le droit de voler alors qu'elles sont complètement interdites de vol et inversement. Oui, donc on ne peut pas forcément s'y fier, ce ne sont pas des cartes légales, ce sont des cartes faites de façon arbitraire par DJI sur une base de données en fait, qu'on ne va pas maîtriser. La vraie carte qui fait foi, donc les vraies cartes, c'est celles qu'on va trouver sur Géoportail. Tout à fait. Ok. Du coup, quel est l'intérêt pour un particulier de se poser la question de passer son brevet de télépilote? Qu'est-ce que ça va lui apporter concrètement? Qu'est-ce que moi ça va m'apporter? Quelles vont être les différences avec ce qu'on vient de voir, les limitations dont on vient de parler? Déjà, la première question à se poser pour le particulier, c'est de savoir ce qu'il veut en faire de son drone. Est-ce qu'il veut l'utiliser uniquement pour lui? Alors là, il va être dans le cadre du loisir, ou alors il veut l'utiliser pour exploiter et en faire une activité. C'est sûr, pour un particulier qui fait du loisir, ça sert à rien de passer son brevet de télépilote, d'accord? Il y a un petit brevet de loisir pour ça que vous pouvez aller passer, mais si jamais un jour, il a l'envie de créer son activité, là il est dans l'obligation effectivement de passer son brevet de télépilote. Alors l'activité particulière telle qu'on l'entend, elle n'est pas forcément liée à une facturation, à une question de facturation, etc. Non. Comme on en a parlé un petit peu en début de vidéo. C'est beaucoup plus subtil que ça. Même si tu fais voler ton drone pour toi, mais que tu vas faire de la promotion de quelque chose avec ou sans rémunération, ça va être considéré comme une activité particulière. Exactement. Et donc ça va commencer à poser problème. Donc c'est très subtil, on en a parlé un petit peu en début de vidéo avec Didier, mais en gros, l'objectif, par exemple, pour moi ici, ça va être de pouvoir débloquer certaines zones et surtout pouvoir demander l'autorisation, pouvoir notifier des vols dans certaines zones où, en fait, sans le brevet, j'aurais même pas pu faire la démarche de notifier un vol dans ces zones-là ou de demander un accord pour voler dans certaines zones, notamment dans des réserves naturelles où il faut forcément demander une autorisation au gestionnaire de la zone, autour d'un aérodrome également et dans d'autres situations aussi. Donc, ce genre de situation, si on veut pouvoir demander ces autorisations ou notifier ce type de vol, on est obligé d'avoir le brevet. Ouais, tout à fait. Et si je vole dans mon jardin à 1 mètre, dans une ville, je suis dans mon jardin, je suis dans une ville qui est en orange ou en jaune, je fais décoller mon drone que j'ai acheté pour faire plaisir à mes enfants, je suis à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres en dessous des arbres, qu'est-ce que je peux faire? Alors, il faut savoir qu'à 1 mètre du sol, vous êtes déjà dans l'espace aérien. Mais quand vous allez passer votre brevet de loisir, on vous indique que c'est toléré de pouvoir voler chez soi même si vous êtes en ville, mais il faut, on va dire, naviguer de manière... respecter les petites règles en fait qu'on nous apprend dans le loisir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller trop haut, pas aller s'amuser à survoler chez le voisin, etc. Vraiment rester dans son terrain et voler vraiment prudemment. Et c'est toléré. Donc pas trop de panique. On a encore le droit d'utiliser un petit peu son drone. Et du coup, pour un professionnel, la question ne se pose pas. Si tu as une activité professionnelle de vidéaste, de caméraman, enfin de vidéaste ou de photographe, et que tu veux utiliser un drone dans ce contexte-là, la question ne se pose même pas, il te faut le brevet obligatoirement. Là, c'est réglé. Par contre, tu peux être un professionnel, avoir un drone sans brevet pour faire du drone de loisir.
Ouais, tout à fait. Là, il n'y a aucun souci. Et donc, un cas particulier, enfin un exemple de cas que je crois Didier nous avait partagé, c'était tu es dans ton jardin, tu contrôles ta toiture, tu dis tiens, je vais voir s'il n'y a pas des feuilles qui bouchent mes gouttières. Tu le fais pour toi avec ton drone de loisir sans brevet. C'est autorisé, c'est toléré, il n'y a pas de problème. Par contre, ton voisin te demande de checker son toit et sa gouttière. C'est une activité particulière aux yeux de la loi et du coup c'est plus autorisé même s'il n'y a pas rémunération. Exactement. Ou même chose. Si ça vous fait extrêmement plaisir de rendre service à votre voisin, c'est pas pour votre loisir que vous contrôlez des toitures, donc effectivement c'est obligation d'avoir un brevet télépilote. Du coup arrive la question de YouTube, Facebook, Twitter, mon blog personnel qui est un sujet assez épineux. Moi j'ai une utilisation professionnelle de ma chaîne YouTube, d'autres personnes pas forcément, mais en fait déjà il y a une première différence à faire, c'est est-ce qu'on monétise ou pas nos vidéos. En monétisant nos vidéos, on tombe dans l'activité particulière de toute façon puisqu'il y a une question d'argent dans l'activité. Par contre, si on ne monétise pas sa vidéo, c'est pas pour autant que vous n'êtes pas en activité particulière, puisque si vous ne respectez pas les règles du drone de loisir, si vous ne rentrez pas dans le cadre des conditions du drone de loisir, vous êtes considéré aussi en activité particulière, sauf si vous faites de l'expérimentation, mais ça c'est une chose assez spécifique. Et du coup, par exemple, je ne monétise pas ma vidéo et je vole au-dessus de Paris, forcément j'ai pas le droit, c'est une activité particulière et forcément je risque une amende, une peine de prison. Du coup j'ai un petit peu d'en parler, mais qu'est-ce qu'on risque si on ne respecte pas la législation, que ce soit donc dans du loisir ou pour une activité particulière? Donc si on ne respecte pas la réglementation, on peut avoir une peine allant jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Ok, donc on va plutôt faire gaffe. Et ça, c'est aussi valable pour les gens qui ont le brevet s'ils ne respectent pas certaines... bien sûr, dans les deux cas. Ok, je ferai très attention. Alors dis-nous un petit peu dans quelle mesure le poids du drone a une importance ou n'a pas d'importance. Donc en fait, si vous faites du loisir au-dessus de 100 grammes, vous avez obligation d'enregistrer votre drone sur Fox Alpha Tango et de passer votre petit brevet de loisir. En dessous de ces 800 grammes, vous n'avez pas besoin d'enregistrer votre drone et vous n'avez pas besoin de passer votre petit brevet de loisir. Par contre, si vous faites de l'activité particulière, comme toi tu vas faire, ces 800 grammes n'ont plus lieu d'être. Parce qu'en fait, vous devez enregistrer tous les drones que vous avez qui fassent moins de 800 grammes ou plus de 800 grammes. Question qui revient souvent en montagne, comment je fais pour respecter mes 150 mètres de hauteur de vol? Est-ce que quand je suis en haut d'une montagne et que je m'éloigne de moi, donc je suis à une hauteur de 150 mètres quand je décolle au-dessus de moi et je m'éloigne, la montagne descend, je suis plus à 150 mètres, ou inversement, la montagne monte, est-ce que j'ai le droit de monter en suivant la montagne? Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer ça avec un petit schéma? Imaginons que, pour le premier exemple, on va être en ville. Donc si on est en ville, imaginons qu'un jour on ait besoin de faire voler notre drone au-dessus d'un immeuble. Voilà. Donc là j'ai mon immeuble, hop, ici, j'ai ma surface qui est en bas. Imaginons que cet immeuble, hop, est de 50 mètres. Si moi je suis ici avec mon drone et que je le fais voler, on va dire à cette hauteur-là. Voilà. Donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que la hauteur c'est par rapport au télépilote. D'accord. Mais tout ce qui est bâtiment n'est pas considéré comme de la surface. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut se référer au sol ici. Donc si votre drone a déjà parcouru par rapport au sol, donc une hauteur de 50 mètres, il vous reste encore 100 mètres pour pouvoir monter avec votre drone. Pour ce qui est de la montagne, je vais laisser Didier l'expliquer parce qu'il explique beaucoup mieux que moi. Et en plus, c'est un peu un cas particulier, donc il est plus à l'aise là-dessus. Alors pour le cas de la montagne, effectivement, c'est un cas qui est plutôt particulier et qui est toléré plus qu'autre chose. Donc imaginons qu'ici, on a la surface et vous, en tant que télépilote, vous vous trouvez ici. Et vous avez en face de vous une falaise qui, elle, fait 150 mètres de hauteur sol. Donc ici, on a le sol. Il est évident que du moment que votre drone se trouve dans cet espace et qu'il est à 150 mètres, vous êtes dans la réglementation actuelle. La limite sur les scénarios de vol, c'est 150 mètres. Si par contre vous commencez à évoluer ici, on va rajouter ici les 150 mètres de hauteur sol, donc vous vous retrouvez avec votre drone à 300 mètres de hauteur sol, donc là on n'est plus vraiment dans le périmètre de la réglementation. Cependant, c'est toléré du moment qu'à l'horizontale, vous ne vous éloignez pas à plusieurs centaines de mètres avec votre drone et que de ce côté-là, vous ne retrouvez pas plusieurs aéronefs en train d'évoluer. Et dans le cas du coup d'une pente montante. Donc si on a un ascendant, comme ça, on va dire, dans tous les cas, si vous partez d'ici avec votre drone, vous pourrez évoluer jusqu'à 150 mètres et il faudra faire attention de garder vos 150 mètres de hauteur par rapport à la pente.
tout en respectant du coup la distance de 200 mètres. Tout à fait. En tant que loisir. Voilà, en tant que loisir ou en scénario S1 pour les professionnels. D'accord. Donc la distance de 200 mètres, elle est par rapport à quoi du coup? Elle est horizontale par rapport au télépilote ou elle va suivre aussi Super question. Voilà. Alors, c'est pas défini dans la réglementation, mais on peut imaginer que ça reste linéaire. Mais c'est clairement pas défini dans la réglementation. Parce que si on a une surface 2D, forcément, ici on va avoir nos 200 mètres, mais si on suit la surface 3D, on risque d'avoir plus des 200 mètres. Okay. Donc on va considérer que c'est en linéaire. Mais ça, c'est des cas particuliers qui ne sont pas définis par la législation. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire attention, si vous êtes en vol de loisirs ou en scénario S1, en faisant une activité particulière, vous respectez vos 200 mètres à l'horizontale par rapport au télépilote. Alors, prochaine question, qu'est-ce qu'il en est du drone FPV en immersion, quelque chose qui est très à la mode en ce moment. Est-ce qu'on a le droit d'en faire en loisir, en activité professionnelle? Si vous êtes, on va dire, dans un endroit assez calme, qu'il n'y a personne, etc., aux alentours, vous pouvez faire du vol s'il y a quelqu'un à côté de vous qui a la vue directe sur le drone et qui peut vous alerter de différents dangers qui peuvent arriver. Voilà. Par contre, en activité particulière, ça ne suffit plus. Il faut que l'autre personne ait une radio qui puisse prendre la main sur le drone si jamais celui-ci, si jamais il y a un danger, que cette personne s'en rend compte, il peut prendre la main sur le drone, puisque la personne qui a les lunettes ne va peut-être pas voir tous les immeubles autour. Alors forcément, ça va à l'encontre un petit peu du principe du drone racer FPV. Et puis c'est même paradoxal parce que ça va tellement vite que tu n'as pas vraiment le temps de prendre la main. Mais en tout cas, si tu veux le faire de façon légale en activité particulière, donc par exemple faire du FPV en ville, ce qui peut être très cool, dans ce cas-là, les conditions à respecter sont un petit peu aujourd'hui un petit peu tiré par les cheveux, je dirais, et pas forcément respectable facilement, mais en tout cas, c'est pas aussi évident, quoi. Donc, tu as notifié le fait qu'on pouvait utiliser des drones racer, mais on peut aussi très bien utiliser un autre drone qui n'est pas du tout racer et qu'on peut utiliser en mode FPV aussi. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, il suffit que je fasse du FPV sur ma chaîne YouTube, que je monétise ma vidéo ou que je m'en serve dans une activité professionnelle, facturé ou pas, peu importe, on l'a vu tout à l'heure. Je ne suis pas censé avoir le droit de le faire aussi facilement. Et il me faudrait même un plafond virtuel sur mon drone FPV. Il n'y a pas beaucoup de drones qui le proposent aujourd'hui, voire presque pas. Donc ça commence à venir un petit peu. Ouais, ça commence à venir. Mais voilà, donc le drone FPV, faites attention dans quel contexte vous l'utilisez. En plus, c'est relativement dangereux. Bon, on se retrouve pour la deuxième semaine de formation ici. Donc cette fois-ci, je suis avec François, qui est mon formateur pour la partie pratique sur DJI 450. Donc c'est des drones un peu plus anciens. C'est pas du Mavic, c'est pas du Phantom, mais l'avantage, c'est qu'ils sont avantage ou désavantage, c'est qu'ils sont plus manuels, il n'y a presque pas d'automatisme, c'est ça? Il n'y en a pas du tout, on a juste un GPS qui permet d'avoir le vol géostationnaire et la TTI. Donc la TTI qui est le mode attitude qui permet en fait au drone de rester à l'horizontale, mais par contre pas forcément stationnaire. Donc on va faire des exercices avec ce drone là, on va mettre la batterie, on a mis nos beaux habits Fashion Week, et puis on va voir ce que tu me réserves. Donc là, on va effectuer le vol. Les informations transitent de l'appareil à ma télécommande et de ma télécommande à la tienne. En fait, toi, tu restes maître. En fait, tu te donnes la possibilité de rester maître si je fais des bêtises. Tout à fait. Ok, bah il n'y a plus qu'à. Donc on a vérifié que le drone était en bon état. On a vérifié un petit peu tout ce qu'il fallait, l'état de la batterie, la liaison des radios. Et en gros, il n'y a rien à signaler. On a analysé, comme tu me disais, le terrain, vérifié les zones, enfin les obstacles potentiels. On a des arbres. On a peut-être des bâtiments, donc tout ça, ça a été analysé avant de voler. Très important dans tous les cas, qu'on soit en loisir ou en activité donc particulière. Et donc tu m'as préparé des petits plots, A1, A2, A3, A4, B1, B2, B2, B4. Voilà. Et je vais faire des petits trajets, c'est ça? Exactement, on va faire des exercices de base. Ah le salaud, il m'a enlevé le GPS. Alors c'est bien parce qu'en fait, vous apprenez à piloter en GPS certes parce que tous les drones récents ont un GPS en fait, donc c'est la solution de facilité. Et c'est vrai qu'on va beaucoup utiliser ça en loisir ou même en prestation pro. Mais savoir piloter en attitude, en ATTI,
C'est quand même super important et là avec ces exercices on voit que c'est pas forcément Non, c'est forcément. pas forcément facile hein, Et d'autant plus que lorsqu'il y a une perte de couverture GPS, eh bien forcément on n'est pas averti et c'est là où les capacités de la personne rentrent en compte. Il faut savoir garder la main sur l'appareil et pouvoir être en capacité de le ramener. Bon, ben ces 2 semaines de formation chez Drone Logistics sont terminées. Merci beaucoup à toute l'équipe pour leur accueil. Merci à Maxime, à Didier, à François, à Patrick pour toutes les choses que j'ai pu apprendre ici. J'espère qu'on a répondu à beaucoup de questions que vous vous posiez et vous y voyez un petit peu plus clair dans l'utilisation de votre drone. En ce qui me concerne, il ne me reste plus qu'à passer le brevet dans quelques jours. Je stresse un peu, on croise les doigts s'il vous plaît tous ensemble. Je vous tiens informé bien sûr sur Instagram et puis à la toute fin de cette vidéo. Le Griffon là, ils m'ont pas laissé voler avec, il fait 23 kg le bordel. Mais j'ai quand même envie de l'emmener parce que pour voyager, ça doit être pas mal. C'est léger, c'est compact, dans le sac à dos, c'est top. Alors moi, je vous laisse et je me barre avec. Ah, chers amis, bien le bonjour. Il y a une bonne nouvelle ce matin, en tout cas pour moi. J'ai réussi mon examen de télépilote. Je suis télépilote de drone. Je vais enfin avoir la paix pour utiliser mon drone. Ah. Et qu'est-ce qu'il en est des cartes No Fly Zone de DJI? Donc les cartes No Fly Zone DJI, alors ça peut arriver que dans certains cas, vous avez des zones interdites de vol alors que vous avez très bien le droit de voler. Et inversement, hein, des fois vous avez le droit de voler alors... Putain. Je te relance. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'il en est des cartes No Fly Zone de DJI? Alors les cartes No Fly Zone DJI, des fois il peut y avoir un peu de confusion, donc parce que des fois vous allez avoir des zones interdites de vol, alors que vous avez très bien le droit de voler, et des fois vous allez avoir... Putain mais à chaque fois, j'ai l'impression que... T'as qu'à dire inversement. Voilà, inversement, je dis inversement. Donc les cartes No Fly Zone de DJI, il y a quelques problèmes qui peuvent se poser. Des fois, se poser. Donc les cartes DJI, le problème c'est que des fois il peut y arriver que des zones, on a le droit de voler alors qu'elles sont complètement interdites de vol et inversement.